Alors le cannabis a été présenté longtemps comme une drogue qui ne tuait pas. Ça commence sur la route. 300 morts chaque année sur la route sont en fait le fait d'une consommation isolée de ce seul cannabis, ce qui est considérable, puisque le nombre de morts de la route est autour de 3500 morts. L'étude stupéfiants et accidents mortels de la route, l'étude SAM, a montré que a montré que la rencontre du cannabis et de l'alcool multipliait par 14 le risque d'avoir un accident mortel de la route. Alors, quand on dit que le cannabis, lui, ne tue pas, on fait souvent allusion au fait qu'il n'y a pas avec le cannabis d'overdose, à la différence de ce que l'on peut voir en particulier avec l'héroïne. Avec l'héroïne, quand on franchit certaines doses, eh bien, l'overdose, le sujet se retrouve dans un état où il oublie de respirer, il s'asphyxie dans la béatitude. Et si on n'intervient pas rapidement, le risque est grand, effectivement, qu'il passe de vie à trépas. C'est vrai qu'avec le cannabis, il n'y a pas d'overdose. Mais il n'y a pas que les overdoses qui tuent. Je vous ai dit les morts de la route. Sachez que chez le sujet qui est dépressif, la consommation de cannabis lui donne l'impression d'avoir traité sa dépression. Il y vient, il y revient, il en use, il en abuse, jusqu'à ce que ça ne fasse plus rien. Mais quand ça ne fait plus rien, la dépression qui préexistait réapparaît alors de façon beaucoup plus marquée qu'elle ne l'était primitivement. Et derrière cette dépression, il y a en embuscade le risque suicidaire. On a vu s'accroître la suicidalité chez nos jeunes parallèlement à leur consommation de cannabis. Une étude faite par Marie Choquet, épidémiologiste à l'INSERM, qui a eu accès au questionnaire que remplissent chaque année nos jeunes lors des journées d'appel pour la défense, et ont eu à répondre, ces jeunes gens, aux questions suivantes. Fumez-vous? Oui, non. Du tabac? Oui, non. Du cannabis? Oui, non. Du cannabis? Oui. À la fréquence d'une fois par mois, d'une fois par semaine, d'une fois par jour, de plusieurs fois par jour. Avez-vous déjà eu des idées suicidaires? Avez-vous déjà eu des tentations suicidaires? Avez-vous déjà fait des tentatives de suicide? Et de montrer alors une corrélation très hautement significative entre la consommation de cannabis, les idées, tentations ou tentatives de suicide. L'augmentation de la suicidalité chez nos jeunes n'est pas le fait du seul cannabis, mais le cannabis manifestement influe sur ce phénomène. Les relations du cannabis avec la schizophrénie est un point extrêmement important, surtout quand on sait que 10% des schizophrènes meurent de mort brutale et que l'espérance de vie moyenne d'un schizophrène, actuellement, est amputée d'une vingtaine d'années. Un aliéniste alors célèbre, Jacques-Joseph Moreau, dit Moreau de Tours, car il avait effectué ses études médicales à Tours, fréquente à Paris le club des Achichins, où au milieu de compères du mouvement romantique, Hugo, Baudelaire, Nerval, Delacroix, que sais-je, eh bien, on consomme la fameuse confiture verte, le dawamesque, qui est riche en tétrahydrocannabinol. On s'encoquine, on tutoie les anges, on refait le monde, et pour Jacques-Joseph Moreau, on vit alors de l'intérieur les troubles délirants, les troubles hallucinatoires qu'il étudie chez les patients qui lui sont confiés. Et il va donc publier un livre, gros livre, 400 pages, du hashish et de l'aliénation mentale.
1853. Et puis on va oublier cela, parce que le cannabis va rester confiné à quelques groupes comme ceux-là, d'individus adultes, bien dans leur tête, bien installés dans l'existence et dans leur carrière. Les problèmes vont apparaître avec le rajeunissement des premiers usages. C'est Tennant et Groesbeck, dans les années 50, qui constatent chez les jeunes soldats américains qui restent en stationnement en France après la guerre de 40, une augmentation nette de l'incidence de la schizophrénie relativement à leurs homologues qui, eux, sont restés dans la mère patrie. Et ces jeunes gens diffèrent des autres par une consommation importante de cannabis. Et là, on attire l'attention sur le fait que des sujets jeunes, la vingtaine d'années, consommant du cannabis pourraient avoir une plus grande incidence donc de schizophrénie. Ensuite, l'étude se déporte sur la Suède, 1971. Un pédopsychiatre, Sven Andreasson, suppose ou a la suspicion forte que les jeunes psychotiques qui lui sont présentés, pour un certain nombre d'entre eux, sont des consommateurs inconsidérés de cannabis. Et il va convaincre les autorités politiques du moment de voir si le laxisme auquel cette nation se livre sur cette drogue n'est pas déplacé au regard des risques pris par ces jeunes consommateurs. Et donc, les 50 000 conscrits des années 1971 en Suède vont tous être vus par psychologues et psychiatres pour en éliminer ceux qui sont déjà psychotiques, ceux qui ont déjà des troubles schizophréniques ou qui sont authentiquement schizophrènes à cet âge. Et on continue avec les autres, après leur avoir demandé ce qui a été leur consommation de cannabis avant la conscription. Et ces jeunes gens vont être suivis quant à l'évolution de leur santé mentale dans les 10 années qui vont suivre, grâce au registre des maladies mentales qui existe en Suède. Eh bien, en 1983, dans une revue majeure du monde médical, The Lancet, les résultats s'expriment sur le mode suivant: le fait d'avoir fumé plus de 50 joints en tout avant l'âge de 18 ans multiplie par 6 le risque de devenir schizophrène dans les 10 années qui vont suivre. Eh bien, les études qui vont suivre, se multiplier, être très convergentes, arrivent à la conclusion que plus tôt l'essayer, c'est plus vite l'adopter et c'est plus intensément se détériorer. Et nous allons voir d'autres études qui tentent à le démontrer. Il s'agit de 50 joints en tout, ce qui pourrait n'être par exemple 15 joints par semaine pendant une année. Ou moins que cela, mais sur un temps beaucoup plus long. Cette étude donc de Sven Andreasson remonte à la période 1971-1983. D'autres études très convergentes sont apparues ensuite, confirmant et précisant l'étude de Princeps. C'est par exemple en Nouvelle-Zélande, à Auckland, une pédopsychiatre, Marie-Louise Arsenault, qui va prendre une cohorte de 1000 gamins qui, entre 5e et 3e, au collège, ont commencé à fumer du hashish, à chichonner, à fumer des pétards, à pétarder. Elle entoure ces 1000 jeunes consommateurs de 4000 autres, en se disant qu'ils n'ont peut-être pas commencé entre 12 et 15 ans, mais qu'ils risquent de commencer après. Et elle aimerait bien, à 18 ans, en avoir qui, eux, n'en aient jamais consommé. Elle donne donc rendez-vous à tout ce petit monde à 18 ans pour constater que chez ceux qui n'ont jamais consommé de cannabis ni d'autres drogues, 1% de schizophrènes. Oui, on peut devenir schizophrène sans jamais avoir fumé de cannabis, ni avoir consommé d'autres drogues. Je dis hélas parce qu'on saurait quoi faire pour se débarrasser de cette épouvantable affection.
Maintenant, il y a ceux qui ont commencé leur consommation entre 15 et 18 ans. Chez eux, 5%, 6% d'entre eux étaient schizophrènes à 18 ans. Et puis enfin, il y a ces 1000 gamins qui ont commencé entre 12 et 15 ans. 100 d'entre eux sont schizophrènes à 18 ans. 10% d'entre eux. Quand on sait cela, on n'a plus le droit de rire grassement, de fermer les yeux sur la consommation de nos jeunes à cet égard. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, s'il existe un impératif catégorique pour les adultes, c'est bien de capitonner autant que faire se peut l'existence de nos jeunes pour les amener nets de drogue à l'âge adulte. Chaque adulte est seul face à son destin. Par contre, l'adolescent, lui, eh bien, la responsabilité en incombe aux adultes dans leur ensemble, aux parents en particulier. Encore faut-il que les parents soient informés, que les parents soient avertis, que les parents ne s'autorisent pas de faire devant les enfants ce qu'ils deviennent de ce fait incapables de leur interdire. Les relations entre le cannabis et la schizophrénie se lisent encore au travers de l'énorme surreprésentation des consommateurs de cannabis dans la population des schizophrènes. Si dans la population générale, il y a 12 à 15% de sujets accros au cannabis, dans la population de schizophrènes, c'est près de 60% d'entre eux. On sait que chez ceux qui continuent, étant schizophrènes, leur consommation de cannabis, s'installe une résistance au traitement qu'on essaie d'opposer à leur affection, avec pour conséquence un allongement de leur durée de séjour. Lorsqu'on analyse les méfaits, les forfaits, les agressions auxquelles se livrent certains schizophrènes et qui défraient la chronique, peut-être au-delà d'ailleurs de leur réalité, eh bien on constate très souvent, en fait, l'empreinte du cannabis. Il y a la maladie elle-même qui peut rendre dangereux, mais la maladie dont les effets peuvent se trouver boostés, majorés par la consommation de cannabis et d'ailleurs d'autres drogues. En sachant d'ailleurs que le cannabis ouvre la porte à d'autres toxicomanies. Celui qui consomme régulièrement du cannabis voit au fil du temps les effets diminuer. C'est le phénomène de tolérance. C'est ce qui fait que le sujet qui se contentait d'un pétard tous les 3 jours en prendra bientôt un tous les jours, puis plusieurs fois par jour, pour arriver à des consommations qui peuvent atteindre 10, 15 pétards dans la même journée. Mais lorsque l'effet en est épuisé, que le sujet ne perçoit plus du fait de cette drogue le plaisir qu'il en attendait, très naturellement, il va aller frapper à la porte d'autres drogues. Et c'est la porte de la cocaïne, et c'est la porte de l'ecstasy, et c'est la porte des médicaments dits de substitution à l'héroïne, la méthadone, la buprenorphine, pour terminer son parcours sur l'échelon le plus élevé de l'échelle des toxicomanies, l'échelon de l'héroïne. 250 000 héroïnomanes. Ils sont tous passés par le cannabis. Je ne dis pas que tous ceux qui sont au cannabis termineront sur l'échelon de l'héroïne, mais je dis que tous ceux qui sont sur le barreau de l'héroïne sont passés par le cannabis. Et il faut savoir que le cannabis prépare l'organisme à recevoir sur un mode magnifié l'héroïne. Les premières rencontres avec les morphiniques sont rarement agréables. Beaucoup d'entre nous qui avons eu à en bénéficier pour des raisons thérapeutiques se souviennent de nausées, de vomissements, de sudations, se souviennent de chutes tensionnelles. Et ça n'est qu'à la énième prise de ce morphinique qu'alors ces effets secondaires latéraux adverses sont effacés. Celui qui est un consommateur régulier de cannabis, s'il vient à recevoir un morphinique et en particulier l'héroïne,
va vivre cela d'une façon exceptionnelle, pseudo-orgasmique. Et ce qu'il a vécu est si fort et si intense, eh bien, qu'il a une très grande propension à vouloir y retourner. De là, ce conseil donné à tous nos jeunes. Premièrement, on ne s'en approche pas. Mais si on s'en est approché et que l'on a été capté par cette drogue, eh bien on va essayer de s'en détacher. Et ça n'est pas si simple que cela. Et il faut souvent se faire aider par ses parents, par l'infirmière scolaire, par le médecin de famille, par le psychologue, par le psychiatre. Et quand malgré toutes ces interventions, on n'arrive pas à s'en détacher, surtout ne pas s'approcher des morphiniques de l'héroïne, car on serait littéralement happé par cette drogue.